Bonjour et bienvenue à vous, chers amis passionnés d'intelligence artificielle. Votre hôte, Jean-François Sénéchal, prof d'éthique à l'Université Laval à Québec, au Québec, Canada. Voilà. Comment allez-vous? Écoutez, gros programme cette semaine. Je vous propose de poursuivre la conversation, les réflexions que j'ai eu la chance d'entamer avec Sylvie Daniel, donc une professeure chercheuse, experte en intelligence artificielle, experte en cartographie numérique de nos villes, écoute, c'était impressionnant, là, de nos villes, de nos rivières, de nos lacs, de notre fleuve ici à Québec, de la terre, donc de nos terres. Un domaine de l'IA là, vraiment passionnant. On a tenté de faire le tour de comment on faisait pour saisir numériquement, faire des copies électroniques du monde dans lequel on vit. Puis c'est le sujet principal que j'ai abordé avec Sylvie. Donc au programme, retour sur, c'était l'épisode 54, épisode intitulé La création du territoire numérique et la numérisation du monde. Donc, une entrevue avec Sylvie Daniel. J'espère que vous avez eu la chance de l'écouter. Ben, sinon, courez l'écouter. Il faut écouter ça. C'était bon. Je suis vraiment content de cette entrevue-là. Donc, plusieurs thèmes qu'on a abordés avec Sylvie. J'ai bien hâte d'entendre mes collaboratrices aujourd'hui, là, ça s'en vient, soyez patientes. Donc, rappelons déjà les thèmes qui ont été abordés. J'ai une belle liste ici, là, je vous les donne, puis sûrement, on fera peut-être pas le tour de tous ces thèmes aujourd'hui, là, mais il y en a plusieurs qu'on va aborder de nouveau. Donc, les thèmes, la ville intelligente et la cueillette de données en ville, la protection de la vie privée et l'espace public. Donc, ça, c'est un gros morceau. Je suis sûr qu'on va y revenir. Les défis techniques, la gestion de nuages de données numériques, la cartographie des villes. On a parlé des risques, évidemment. C'était intéressant de l'entendre parler des risques associés à ces technologies. On a parlé de la frustration des chercheurs. Peut-être que je faisais de la projection. La frustration des chercheurs versus la recherche dans le privé là, qui ont peut-être une aisance plus grande que la nôtre là, pour s'approprier les données, l'utiliser, les vendre aussi. On a parlé de la possibilité de créer des programmes gouvernementaux d'acquisition de données publiques. C'était une des questions que j'avais préparées pour elle. Puis le reste, donc des données acquises dans le public, dans des lieux publics, sur des rues publiques, des fois sans le consentement des habitants. En fait, souvent sans le consentement des habitants. Des fois, des données qui réussissent à être prises à l'intérieur même des bâtiments, des maisons. Et on a parlé de la notion de consentement dans un tel contexte. Là, vous le voyez, là, à partir d'une discussion assez technique, là, on est allé avec des enjeux très éthiques, juridiques, même importants. On va sûrement avoir l'occasion d'y revenir aujourd'hui. Donc, je trouvais ça intéressant comme thème. On pense toujours aux automobiles intelligentes là, quand on pense à l'intelligence artificielle ou on pense à ChatGPT, là, mais c'est intéressant d'aller ailleurs aussi, voir que derrière d'autres applications, là, il y a toute la richesse du débat éthique, social, juridique. Et justement, parlant de juridique, elles sont deux aujourd'hui pour m'accompagner avec moi. Donc, ce sont nos deux juristes, en tout cas, ce sont mes deux juristes préférés, très certainement. La première, de l'autre côté de la grande flaque, c'est l'expression qu'on a adoptée désormais, directement de France, Paris, Shirley Plumeran est avec nous aujourd'hui. Comment ça va, Shirley? Salut, ça va bien? Et toi? Yes, t'es à Paris, hein? Oui, 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 en région parisienne. Bon. Puis, qu'est-ce qui t'occupe ces temps-ci à Paris? Pouf, la rédaction de ma thèse, Ah, ouais, 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 donc gros morceau quand même accessoirement. Vraiment dans cette optique de réussir à avoir une balance, voilà, d'être très focus sur mon travail, mais de pas oublier qu'on a du temps libre aussi
et voilà, et on a des proches et qu'il faut encore, enfin voilà, tout ça. Donc de profiter aussi de la vie. Ben oui, jongler avec la vie Voilà. privée, Mm. pas vie privée, mais oui, vie privée, vie professionnelle, trouver l'équilibre, difficile Ouais. équilibre à trouver, puis à maintenir. Merci d'être là, Shirley, d'avoir trouvé du temps personnel et professionnel pour être avec nous aujourd'hui. Écoutez, la seconde est à Montréal, la plus belle ville au monde, après Québec, évidemment. F. Non, Gaumont est il faut là. pas, qu'on cesse de faire cette opposition Ah oui. entre la ville de Québec et la ville de Montréal. Ce sont deux belles villes complémentaires Ah oui, vraiment. que j'aime d'amour. Moi, Québec, je trouve que Québec, on est rapide à vouloir s'opposer, C'est alors vrai. qu'on a des magnifiques richesses Ah oui, et ben, vraiment. certaines aussi. Bon, on peut pas s'imaginer être non plus la même oui, envergure que de la métropole, mais tablons sur nos forces. Puis Ah, cette opposition entre les deux villes qui non, sont non, vraiment complémentaires. pas. Vraiment pas. Je pense que c'est une vieille rivalité de hockey là, qui m'occupe. Et j'étais allé à Montréal justement en fin de semaine au festival Cinéma Québec. Mon garçon est dans le comité d'organisation de ce festival-là. Donc, j'étais allé passer du temps à Montréal avec ma femme. C'était merveilleux de se promener à Montréal. Une belle ville. Écoutez, j'étais plongé dans le monde culturel. S'il y a bien une force de la ville de Montréal, c'est ça, là, avoir l'impression d'être partout plongé, là où ça se passe. C'est vraiment merveilleux d'y être. Allez faire votre passage là, c'est sûr. Puis toi, Ève, comment ça va la vie personnelle, professionnelle? Est-ce que tu trouves ton équilibre? C'est quoi qui occupe ton temps ce temps-ci? Oui, ça va. Ben, c'est toujours un défi, hein, balancer la vie personnelle professionnelle. C'est un équilibre qu'on travaille à établir. Mais Ouais. ça se passe. C'est pas trop mal. Je marche beaucoup aussi ces temps-ci. Ça fait du bien de s'activer, de faire un peu d'activité Mais, hein. physique. Pareil. La marche, rien de mieux pour penser, réfléchir que marcher, écouter des podcasts, un peu. Écouter des podcasts, beaucoup. Je sais pas, avec la marche, là, il y a un rythme, il y a une constance, c'est assez zen, suffisamment pour plonger assez loin dans sa tête, en plus quand on est accompagné d'un bon podcast, peu importe votre sujet préféré. Là. Moi aussi, je suis plutôt gros fan de marche. De plus en plus de marche, de moins en moins de courses, de plus en plus de marche. Écoutez, c'est le rythme, il faut faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Écoutez, commençons peut-être avant de... On a un gros thème aujourd'hui, mais avant de vous lancer dans notre thème du jour, j'aimerais faire un tour d'actualité parce qu'on a la chance, là, écoutez, j'enregistre souvent là, de façon asynchrone les entrevues, mais là, en ce moment, là, on est presque synchrone, c'est-à-dire qu'entre le moment de l'enregistrement et le moment de la diffusion, là, il va y avoir très peu de jours entre les deux. Donc, c'est un bon moment pour faire justement un tour d'actualité parce qu'au moment où on va le diffuser, ça va être encore d'actualité. Shirley, c'est quoi qui a attiré ton attention dans l'actualité dans les dernières semaines? Alors, quand je sors un petit peu de mes problématiques autour de la thèse, j'ai remarqué que, enfin, j'ai pas remarqué, enfin, c'est un fait. Le ministre délégué au numérique en France, en ce moment, sa Mhm. préoccupation première, c'est l'accès des sites pornographiques, enfin, plutôt de restreindre cet accès-là aux mineurs. Ah oui? Ouais. Là, en ce moment, c'est vraiment son truc. Ces sites Son cheval de pornographiques sont dans bataille. son Là. viseur. Ouais, voilà. Et du coup, je trouvais ça déjà intéressant de se poser la question de l'accès aux mineurs et la manière dont on va faire les choses pour le restreindre concrètement. Au-delà d'une fenêtre pop-up qui dit avez-vous plus de 18 ans, voilà. Oui. Et oui. C'est quoi le problème? Oui. Et même se poser la question de savoir si oui ou non c'est utile de restreindre cet accès, etc. Enfin voilà, chacun son avis, ça je viens pas là-dessus. Et ça m'a fait un peu penser aussi à toute cette problématique qu'il y a autour du revenge porn. Et tout ce qui est deepfake avec beaucoup malheureusement de femmes qui sont visibles sur les réseaux sociaux notamment, qui sont ou même enfin des actrices beaucoup, enfin voilà, il y en a énormément, mais donc principalement malheureusement des femmes qui sont concernées par ça, où on vient du coup coller de manière assez impressionnante du coup leur visage sur les corps de
professionnels dans ce secteur-là. Ah oui. Et voilà. Et du coup, tout ça, moi, ça m'intéresse évidemment. Et j'ai hâte de voir au-delà de la question de la restriction pour les mineurs, qui est un sujet très très intéressant. Est-ce que ce sujet-là va venir sur le devant de la table à un moment donné, parce que c'est vraiment une problématique importante. Ça court depuis longtemps. En plus sur le sujet. Longtemps. Ce sujet-là, j'ai entreaperçu au détour de mes yeux se sont fixés dessus là au détour de certaines recherches. Il y a une loi de 2016. Loi pour une république numérique qui a été faite en France, et ça en parlait déjà de tout ce qui est revanche pornographique. Alors on n'utilisait pas les termes de deepfake, etc. Mais enfin voilà, il y avait déjà cette idée-là. Enfin voilà, c'est dans les tuyaux depuis un moment, et je vois toujours pas de solution à apparaître. Je vois toujours pas vraiment en tout cas, je ne vois pas le secteur public se saisir de la question, et ça a été pourtant récemment soulevé par des femmes qui sont dans tout ce qui est jeux vidéo. Désolée, je connais pas très bien le secteur, en tout cas, des jeux vidéo, mais voilà, il y a des femmes qui sont très connues, qui ont relevé ça, qui subissent des choses mais absolument horribles. Et non, c'est un sujet qu'il faudra aborder. En tout cas, on l'a jamais abordé de front, mais le deepfake, ça va venir, mais je dirais qu'on avait déjà abordé ce thème-là on avait un épisode sur les robotiques, donc qui montrait un peu les bons côtés de la robotique sexuelle, puis on avait fait une contrepartie avec justement avec une approche un peu plus féministe de la chose, voire d'ailleurs elle parlait plutôt de robots sexuels, parce que c'était plutôt le cas. Donc, les femmes, l'implication des femmes dans cette technologie-là, ce sont souvent les premières meurtries. Donc, il y aurait sûrement un dossier. Je veux pas non plus être flagornant là, en commençant à aller chercher du clic là, avec des thèmes qui, c'est sûr, si je marque deepfake, pornographie, intelligence artificielle, je m'assure une centaine de clics supplémentaires, mais c'est sûrement un thème qu'il faudrait aborder, Shirley. Bien raison de le soulever. On verra dans quelle mesure on est capable de le faire. Ève, actualité, qu'est-ce qui a attiré ton attention? Oui, je reviendrai sur les questions d'actualité. J'aimerais bien faire un petit retour sur ce que Shirley disait par contre. Oui, vas-y. Il y a beaucoup de chercheuses en droit au Canada, États-Unis qui s'intéressent à ces questions-là. Ce serait définitivement pas de l'ordre du clickbait, je crois. Je pense qu'on pourrait vraiment avoir une discussion de fond intéressante. Je pense notamment à Danielle Citron aux États-Unis, puis oh mon Dieu, son nom m'échappe, mais il y a une chercheuse qui a fait son doctorat à Ottawa puis qui est maintenant prof à Halifax, qui fait vraiment de la recherche intéressante. Il y a toutes les questions de tort là, en droit canadien-anglais qui permettent de sanctionner le revenge porn. Donc, il y a vraiment des choses intéressantes qui se disent sur ce sujet-là. On a des solutions au Canada pour s'attaquer à ces enjeux-là. Si on regarde aussi au niveau international, tout récemment, là, depuis janvier dernier, en Chine, donc l'exemple modèle, évidemment, c'est un modèle dont on doit s'inspirer, mais non, mais ils font quand même des choses. Depuis janvier dernier, il y a une loi qui s'intéresse au deepfake qui s'étend assez largement, là, qui va jusqu'à ChatGPT, vers les modèles de langue, mais qui va également vers la deep synthesis, donc toutes les synthèses d'images, et qui sanctionne ça, qui interdit dans une pluralité de contextes, notamment la fausse information. Donc, c'est certain c'est peut-être pas le Parti communiste chinois qu'on veut avoir comme décideur de ce qu'on doit dire ou ne pas dire, mais quand même, ils ont mis en place certaines mesures. Je pense qu'il ne serait jamais possible d'implanter dans des sociétés démocratiques comme les nôtres où la liberté d'expression est protégée, mais somme toute. Et si on regarde vers l'autre extrême, vers les États-Unis, qui, eux, sont très friands de liberté d'expression, mais il y a quand même à San Francisco, pas à San Francisco, mais en Californie, une disposition législative, une loi, dans 2 contextes qui interdit, qui encadre ce genre de choses-là, donc les deepfakes et compagnie, notamment, qui nécessite à tout le moins de mettre une étiquette, d'étiqueter tout le contenu qui est synthétique, donc qui n'est pas original, qui n'est pas humain,
Donc, je pense que vraiment, on est au moment où on commencera à s'y intéresser de plus en plus. Puis sur les questions de pornographie, je serais curieuse éventuellement de t'entendre d'accès aux mineurs. Puis sur le fond, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Bon, je sais pas, j'ai pas la réponse, mais vraiment la possibilité technique de le faire. Est-ce que c'est possible de savoir qui est mineur, qui est majeur et de quelle manière on le fait sans devenir très, très surveillant en termes de vie privée, hein? Si on est obligé de mettre sa photo, sa carte d'assurance maladie ou ses cartes d'identité, ça peut devenir assez problématique. Puis on le sait, c'est toujours à l'égard des populations marginalisées que c'est le pire. Donc, ça pourrait vraiment poser problème. Donc, désolée, c'était simplement une petite réponse sur ce que tu disais parce que j'ai trouvé ça super intéressant. C'est vraiment. C'est la beauté du podcast ici. On a clairement un nouveau sujet là. Oui, des questions qu'on n'avait pas pensées. Je suis partant. Je suis partant très certainement, Eve et Shirley. Et sinon, sur les questions d'actualité, je suis actuellement en train de lire un livre, Beyond Data, d'une chercheuse et avocate américaine qui s'intéresse au passé, qui est très intéressant. Et on me disait, j'en parlais à quelqu'un récemment, il me disait, je pense que c'est une idée relativement novatrice. Il m'a rappelé à l'ordre, il m'a dit, ça fait longtemps que les gens en parlent. Là. Puis j'étais comme, bon, d'accord, mais ces livres-là dans la littérature américaine ont quand même quelque chose d'intéressant en ce qu'ils cristallisent des idées, ils les inscrivent dans l'air du temps, ils les rendent mainstream. Là. Puis cette idée-là, donc la grande thèse. Ne serait-ce que parce que c'est écrit en anglais, puis c'était ouais, puis aussi, c'est des livres sur lesquels il y a comme 15 éditeurs qui repassent. Là, c'est écrit, là. Ah oui, ça c'est super limpide, c'est facile, c'est pas compliqué. Donc, puis ça donne beaucoup d'exemples. C'est des généralités, mais reste que ça donne du vocabulaire pour énoncer des idées. Et la grande thèse de l'article du livre en question, c'est on doit aller au-delà de simplement la protection des renseignements personnels. On doit tranquillement s'élargir vers un cadre d'encadrement des technologies qui est plus large, qui s'intéresse à toute une panoplie de droits fondamentaux, droit à la liberté, droit à l'autonomie, tout ça. Donc, moi, c'est quelque chose qui m'appelle beaucoup. Pas que le droit à la vie privée, le droit à la protection des renseignements personnels n'est pas important. Au contraire, je trouve que c'est fondamental. Mais ce qui est dit, en fait, puis de manière très intéressante, c'est que l'espèce de focus un peu myope sur toute la protection des renseignements personnels, ou qu'on essaie d'appliquer à toutes les sauces pour encadrer tous les préjudices qui découlent de la technologie, vide de son sens. C'est très mécanique, là, la protection des renseignements personnels, puis on s'écarte des vrais objectifs qui sont protégés par le droit à la vie privée, qui sont l'autonomie, la dignité et compagnie. Quand on cherche juste à opérationnaliser le consentement ou la portabilité des données, mais on perd la vraie raison pour laquelle on s'intéresse à la protection de la vie privée, qui est en fait qui s'intéresse à vraiment ce qu'est être un être humain, puis de pouvoir faire ses choix librement dans une sphère protégée. C'est vrai. Donc, Beyond Data. Beyond Data. Puis l'auteur, c'est qui? Elisabeth Reineris. Ah, Reineris. On la salue, puis je mettrai justement cette référence-là dans nos notes de podcast. Moi, c'est ce qui a attiré mon attention dans l'actualité, c'est la sortie de Llama. Je vais le prononcer comme ça. L-L-A-M-A. Donc, Llama de Meta, donc de Facebook, qui a sorti assez récemment. Donc, c'est pour ceux qui ont perdu le fil, là, c'est la réponse de Meta facebookienne au chat GPT. Connaissez-vous chat GPT? Donc, chat GPT d'OpenAI. Donc, Facebook a produit sa réponse, puis ils ont pris leur temps, quand même un peu plus de temps, mais en même temps, je pense que ça paraît dans l'outil, puis la façon de le sortir. Donc, pour ceux qui ont perdu le fil, là, justement, de cette bagarre, de cette compétition des LLM, là, donc Large Language Models, donc le combat de titans des LLM, des compagnies de high-tech. Donc, pour vous, j'ai fait donc, il y a à peu près 4 grosses compagnies en ce moment, là, donc ChatGPT, que vous connaissez. Donc, GPT-3, c'était dans la lignée, là. Donc, GPT-3, 1, 2, 3.
puis qui était devenu ChatGPT, puis c'est le groupe d'OpenAI avec Elon Musk et compagnie. Il y a eu Bing, je ne me rappelle pas du nom, là, Bing++, je vais l'appeler comme ça, de Microsoft. Il y a le Bard qui joue de sa sitar, peut-être, de Google, donc qui est basé sur Lambda. On a Chinchilla AI de DeepMind, toujours de Google. Puis on a finalement le Llama, c'est comme ça que je le prononce, de Meta, Facebook, de M. Zuckerberg et ses amis. Donc, c'est intéressant, l'article en question. Je vous invite à aller lire l'article en question. Je mettrai la référence. Ça s'appelle Llama, avec L-L-A-M-A, Open and Efficient Foundation Language Models. Donc, justement, là, ça fait partie de leur discours. Open, efficient, c'est des thèmes qui sont cités. C'est écrit par, d'ailleurs, les noms des auteurs, c'est très franco-français. Donc, si vous les connaissez, faites-moi signe là, parce que j'aimerais bien ça avoir une discussion avec eux. Donc, Hugo Touvron, Thibault Lavril, Gauthier, Isaacar, Édouard Grave, Guillaume Lampel. Si vous les avez dans votre réseau LinkedIn, là, faites-moi signe. Moi, j'aimerais bien ça discuter avec eux. Puis, l'article en question, il y avait un beau spin. Donc, les idées principales, tout ça, des articles qui sont spinés aussi autour de quelques thèmes. Qu'est-ce qu'on dit sur le nouvel outil? C'est comme si on tentait de cibler des erreurs qui avaient été commises par les autres, là. Donc, Meta, il propose un outil qui est un peu moins ambitieux. Donc, on regarde le nombre de paramètres d'entraînement, donc un peu plus petit. Alors, on pourrait dire, c'est plus petit, donc c'est moins bon, mais en même temps, je pense que ça peut intéresser les développeurs parce qu'on parle d'un outil qui peut rouler juste sur un seul petit GPU. Et là, par petit, c'est sûrement pas un petit GPU, là, ça doit être un processeur graphique assez impressionnant quand même, mais un seul. On parle d'outils qui ont été entraînés sur des données publiques, donc des jeux de données publiques. On parle d'un outil qui est ouvert, partageable. Je ne sais pas si ça respecte là, tous les principes FAIR, là, mais ça fait partie des ambitions. Un outil, pour l'instant, qui cible les chercheurs, donc qui est assez restreint, qui n'est pas encore ouvert au grand public. Donc là, on voit qu'on s'est fait taper ses doigts pour ceux qui ont sorti trop vite là, dans l'espace public. Puis on parle d'un outil là, qui, justement, pour toutes ces raisons-là, pourrait, et là aussi je le mets en guillemets, là, pourrait démocratiser la recherche dans ce domaine. Donc là, à voir, là, mais quand même, je suis bien curieux de voir dans quelle mesure ces belles intentions-là, des belles ambitions, là, comment si tout ça va s'arrimer de façon assez cohérente avec les futures réalisations de Meta avec leur nouvel outil Llama. C'est intéressant quand même aussi de se rappeler, ils font pas juste lancer des flèches à autrui, hein. Ils orientent leurs flèches vers ceux qui ont agi rapidement, mais on se rappelle qu'il y a quelques mois à peine, ils sortaient Galactica en grande pompe. Parce qu'ils ont appris, hein? Ouais, c'est ça. Donc, limiter les ambitions, c'est parce qu'ils ont eux-mêmes ont commis des fautes. Eux-mêmes ont appris que très l'eau froide. Oui, tout à fait. Donc, intéressant de voir que, si on commet des erreurs, mais au moins on apprend de ces erreurs-là, on s'ajuste. Puis c'est ça, si les autres outils peuvent se développer dans cet esprit-là, ça sera au moins ça de gagner. Sautons maintenant dans notre sujet principal. Retour sur l'épisode 54, entrevue avec Sylvie Daniel. Je le disais, plusieurs thèmes super intéressants. Moi, j'ai bien trippé à discuter de tout ça avec Sylvie. Il y a certains sujets, je les ai mentionnés un peu plus tôt, là, mais j'en ai aussi identifié. Il y en a sûrement quelques-uns là, qui vous ont interpellé. Le premier, c'est... faut voir, là, mais j'ai hâte de voir si vous allez mordre à ces hameçons-là. Là. Mais la protection de la vie privée dans l'espace public, pas mal certain que vous avez mordu à cet hameçon-là, mesdemoiselles. L'appropriation des données, donc la collecte des données, l'utilisation, l'accès à ces données, à des tierces parties, la vente de ces données aussi à des tierces parties. Donc, il y a tout l'aspect droit de propriété, peut-être propriété intellectuelle, c'est peut-être des pistes que vous avez empruntées. Puis le dernier thème que je vois, c'est la notion de consentement.
Donc, dans un tel contexte, sujet grossièrement attirant pour une juriste, me semble-t-il. Commençons par Shirley. Shirley, qu'est-ce qui a attiré ton attention dans cet épisode? Ah bah moi j'ai plongé vraiment dans tout ce qui est captation de données dans l'espace public, hein. Rien d'étonnant là-dedans, évidemment. Je savais. Bon, ouais. C'est terrible parce qu'en tout début d'épisode, tu disais on est sorti un petit peu de tout ce qui est véhicule autonome et chat GPT, tout ça machin. Et moi, je vous fais revenir dedans avec les véhicules autonomes. Mais elle aussi, oui, à la fin, elle aussi, on parlait d'automobile autonome. Là. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'en fait, elle y a fait plusieurs fois référence. Donc, bon, je me suis dit, ok. On s'en sort pas. Aussi, alors. Ouais. Bon, moi, c'est un peu mon sujet, donc je m'en plains pas, hein, clairement. Hein. Vas-y, saute dans ton sujet. Voilà. Du coup, moi, je voulais revenir sur... Il y a un truc en particulier qu'elle a dit, que Sylvie Daniel a dit, qui m'a... Vraiment, je me suis répété, en fait, la phrase à chaque fois, où elle disait qu'elle parlait des personnes qui avaient pas toujours conscience du niveau d'intrusion du coup des lasers, et que on a des véhicules du coup qui captent de la donnée juste à côté de chez vous. Donc elle expliquait que ça pouvait même rentrer dans les maisons, etc. Et avec ce fameux réflexe de certaines personnes de dire c'est pas grave, de toute façon j'ai rien à cacher. Ouais, ça c'est on l'entend souvent ça. Ouais, ça choque tous ceux qui poussent la question ou la réflexion un peu plus loin parce que c'est pas le seul enjeu, le fait que tu aies des choses à cacher ou non. Là. Vas-y, Shirley. Pas du tout. Et bon, du coup, voilà, tu as des poils qui se hérissent, tout ça. Ah donc, oui. Bon, ça m'a fait rappeler un petit peu, plein de petites choses, des conversations que j'ai eues avec des ingénieurs. Et du coup, je me suis dit, ok, on va faire un petit rappel de tout ça, un petit condensé de toutes ces conversations. Et du coup, en lien avec la voiture autonome, je me suis rappelé d'une des conversations que j'ai eues avec donc des ingénieurs qui me vantaient les performances d'un lidar éventuellement qui pourrait être éventuellement installé sur une de leurs voitures, en me disant que ce fameux lidar trop incroyable, il serait capable de lire une plaque d'immatriculation d'une voiture qui serait devant. Et enfin, en fait. Je me souviens très très bien de ce moment parce que en fait la conversation s'est stoppée immédiatement, mais vraiment quand ils me disaient ça, vraiment ils gonflaient la poitrine, ils étaient super fiers et moi je lève la tête un peu innocemment et je dis les gars, plaque d'immat égale données personnelles. Du coup, si jamais votre choix se porte sur ce lidar, qu'est-ce que vous avez prévu de faire? Ben là, conversation terminée. Voilà. Il n'y en a pas de problème. C'est beau de pouvoir lire une plaque d'immatriculation, non? Voilà. Et du coup, bon, ça, c'était un peu rigolo. Et voilà, c'est pour ça que je la raconte. Mais en même temps, ils sont sûrement ouverts. Là, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'ils ne voient pas d'emblée la question qu'ils ne sont pas capables d'apprécier la pertinence de cette question-là après. Là. Ouais, non, mais je pense, la conversation, c'est aussi stoppée, en dehors du fait du côté un petit peu clown que là je donne à cette présentation. Elle s'est stoppée aussi parce que, ça soulevait quelque chose et qu'ils ont dit, ok, on arrête là parce que justement un enjeu a été soulevé et donc, on arrête de vanter un truc alors que. Ça se trouve, c'est peut-être pas la meilleure des solutions finalement. Voilà. Donc, ou en tout cas, faut y réfléchir autrement. Ben oui. Voilà. Du coup, c'était assez rigolo et d'autant plus, c'était assez intéressant d'autant que on parlait bien d'un lidar et pas là, on parle pas d'une caméra, hein, on parle bien d'un lidar et c'est pas sa vocation première, hein, le lidar de lire des plaques d'immat comme ça. Hein. Bon, donc du coup, c'était assez intéressant de voir jusqu'où la technologie, un capteur en l'occurrence, peut aller. Par rapport à quelque chose qui n'était pas prévu initialement. Donc voilà. Bon, voilà, je pose ça là. Débrouillez-vous avec tout ça. Une autre discussion à laquelle j'ai pensé, c'était autour de la possibilité du coup de filmer à l'extérieur pendant les c'était donc toujours de véhicules à délégation de conduite, la possibilité de filmer l'extérieur du véhicule pendant les roulages. Du coup, c'était donc en extérieur, hein, sur des routes ouvertes et dans des zones semi-urbaines et urbaines.
Et la question, mais que je trouve hyper intéressante, qui s'est posée à un moment donné, c'était la question du floutage des visages de ces piétons, des piétons qu'il y avait dans l'environnement, un peu, j'allais dire un peu comme, mais complètement comme Google Maps. Google Maps, voilà, pour anonymiser du coup tous les usagers en fait qu'il y a dans cet environnement-là. Et du coup, en fait, là, c'était à l'inverse, parce que c'est à l'inverse dans le sens où moi j'ai tout de suite dit les gars, floutage, anonymisation, blablabla, et ils m'ont rétorqué, et c'était hyper intéressant, que eux, si on allait sur une question de floutage, enfin sur un floutage, ça leur posait eux des difficultés pour les ingénieurs qui étaient chargés de l'entraînement des algos dédiés à la détection d'intention des piétons. C'est intéressant. Trop intéressant. Ben oui, si je floute son... Je sais pas si ça existe ce mot-là, mais je vais le dire comme ça. Si je floute son visage, puis que je vois pas si... la voiture voit pas si le regard est pointé vers moi... Ouais. Il y avait à la fois la question du floutage de toute la personne, en fait. Enfin, carrément, tu mets un carré, enfin un rectangle de floutage, parce qu'en fait, ça passe. Du coup, la détection d'intention, elle passe par plein de choses. Elle passe par les mouvements de la tête. Je suis en train de le faire, donc j'espère que ça s'en. Oui, on t'entend quand même. Et du coup, donc les mouvements de tête, les regards, bien sûr, aussi les postures du corps tout entier, en fait. Ben oui. Et voilà, du coup, ça posait des questions. Au contraire, là, moi, j'ai avancé le truc, la problématique juridique avec une solution très très simple, à savoir, vous floutez les gars, ça ira très très bien. Et là, ils m'ont dit, mais Charlie, non. Parce qu'il y a un dilemme entre la sécurité des piétons, puis la préservation de la vie privée du piéton en question. Donc, on a une belle tension, un beau dilemme là. Sympa là, comme question, je trouve. Oui, vraiment. Génial. J'ai pas les réponses, donc si vous l'avez, allez-y, faites-vous plaisir. Voilà. Et du coup, dernière aussi, toujours en lien avec les véhicules, j'avais aussi une question autour des choses à mettre en place pour permettre aux usagers de la route d'effectuer des démarches s'ils ont été filmés justement par une voiture à délégation de conduite qui faisait une expérience à un moment donné sur une route ouverte. Et du coup, ça a posé plein de questions en fait autour de ce droit d'accès, des obligations qui pesaient sur les entreprises, la manière d'informer aussi les personnes, que c'est une expérimentation et que ils ont accès en fait, ils sont potentiellement filmés et ils ont accès aussi à ces données, et ils ont le droit que ce soit supprimé, etc., etc. Et ce que ça pose aussi comme problématique, parce que toutes ces roulages, ces vidéos, c'est pas pour le plaisir qu'ils ont filmé tout ça, c'est parce qu'ils s'en servent derrière, et il y a un réel enjeu autour des expérimentations, de capter de la donnée un maximum, etc. Et du coup, il y avait aussi cette problématique-là avec peut-être une comment le dire poliment. Mais ne serait-ce que aussi la difficulté technique, là, je me mets à la place des ingénieurs. Si quelqu'un dit, bon, il a été filmé, peut-être c'est inscrit sur l'auto, vous avez été filmé, si vous avez des problèmes, écrivez-nous à telle adresse. Moi, je leur écris en disant, moi, j'aimerais ça que les images de moi soient supprimées. Comment on fait technologiquement pour prévoir, prédire, procédurer tout ça pour que ça soit effectivement possible? Eh ben, on a justement été confronté à cette question-là, et sur la manière d'organiser les choses en interne pour retrouver en fait les informations, et qui les retrouve, qui va être chargé de les retrouver, comment, dans quel délai, parce qu'il y a des délais. Voilà, tout ça. Du coup, c'était assez intéressant aussi. Voilà, donc tout ça autour de la captation de données dans l'espace public, et ça m'a fait penser aussi parce que du coup, ton invité parlait des piscines détectées grâce à un programme. En Avec France. des drones, on pouvait détecter les piscines, puis les piscines, on pouvait, je ne me rappelle pas dans quel contexte, on pouvait poursuivre en disant, vous n'avez pas déclaré cette piscine-là, blablabla.
Ouais. Moi, quand j'avais appris cette information-là, pour l'anecdote, j'avais direct appelé mes parents qui ont une piscine chez eux depuis des années en fait, et je les ai appelés en panique en disant est-ce que vous avez déclaré votre piscine parce que le gouvernement est passé en mode Big Brother. Donc ouais, c'était assez. Ouais, ils étaient un peu. Charlie, bien sûr que oui. Oui. Donc voilà, moi j'avais paniqué pour rien. Oui, calme-toi Charlie, reste tranquille. Voilà. Et du coup, oui, ça m'a fait penser tout ça au projet de loi qu'il y a pour les JO de Paris l'année prochaine pour autoriser la vidéosurveillance intelligente. Ils l'appellent comme ça du coup sur le site Vie publique et puis sur le projet de loi, etc. Ils parlent de vidéosurveillance intelligente en vue d'assurer la sécurité des manifestations sportives, récréatives ou culturelles. Et donc, ils veulent lancer une expérimentation jusqu'au 30 juin 2025. Alors, au cas où les gens ne soient pas au courant, les JO, ça dure qu'un mois et c'est en 2024. Mais bon, l'expérimentation, elle continue jusqu'au 30 juin 2025. Pourquoi pas Voilà. Et du coup, je trouvais ça hyper intéressant de le relier. J'ai pas grand-chose à dire de plus là-dessus. Juste, je le trouvais intéressant de relier au sujet de la captation de données dans l'espace public. Voilà, parce que du coup là on va avoir du traitement par de l'intelligence artificielle avec des caméras, donc il y a plein de mots, des caméras augmentées, vidéosurveillance intelligente, biométrique, tout ça, voilà. Et du coup je trouve que c'est un millimélo de plein de choses et ça va capter beaucoup de données sur les gens dans l'espace public. Et là encore je trouve que on n'a pas je reviens à cette phrase qu'elle disait, mais moi de toute façon j'ai rien à cacher. C'est pas le sujet. Comme tu disais assez justement, c'est pas du tout le sujet. Il y a des enjeux hyper forts et je trouve que on les soulève pas du tout. Là, on te rétorque et je l'entends complètement. Je le vois, c'est quelque chose qu'on entend. Ouais, on te dit, mais objectif de sécurité et sur un événement aussi important que les JO. Je le conçois, je l'entends complètement. Mais oui. Pour autant, il y a beaucoup d'autres enjeux qui devraient être soulevés et qui ne le sont pas actuellement. Donc voilà, c'était juste pour l'évoquer. Excellent. Merci Shirley. C'est sûr que c'est pas les leaders là, qui ont inventé le problème de la captation des données dans l'espace public, donc des caméras bien normales. Là, ça aussi, ça capte des données dans l'espace public. Mais disons que ça repousse encore, ou ça soulève peut-être des questions nouvelles. Ève, c'est quoi la première chose qui t'a attiré qu'est-ce qui a attiré ton attention dans l'entrevue avec Sylvie Daniel? Je pense que je vais m'en faire une habitude. Là. Avant d'arriver avec mes points, je vais rebondir un petit peu tranquillement sur ce de Shirley. Oui, vas-y. Deux choses. L'une, je trouve intéressant que tu nommes les Jeux olympiques 2024, 2025, mais on poursuit l'expérimentation jusqu'en 2025. Notamment, on dirait que ça me sonne des petites cloches aussi au niveau des dates où le AI Act pourrait passer. Parce que, bon, ce serait théoriquement 3 ans après. Donc, c'est pas si loin de 2025. Puis le AI Act, qui est le projet de règlement européen, théoriquement interdirait, du moins c'est encore en débat, là, il y a encore la grande question sur laquelle on achoppe actuellement, mais il y a la reconnaissance faciale, l'identification biométrique en temps réel, donc exactement ce dont on parle pour les Jeux olympiques de Paris. Ce serait un système d'intelligence artificielle qui entre dans la catégorie interdite, je crois, sauf pour des motifs, des exceptions un petit peu, mais donc je trouve quand même qu'il y a quelque chose d'intéressant à dire. Paris essaie de pousser la limite, d'expérimenter jusqu'à temps que probablement elle n'aura plus le droit de le faire. Totalement. Pour pouvoir peut-être faire du lobbyisme par la suite, je sais pas. Bref, je trouvais ça intéressant que tu le nommes. Puis le deuxième élément aussi que je trouve intéressant dans ce que tu disais, c'était la question de lorsqu'on a filmé quelqu'un, le droit d'accès, droit de rectification et compagnie. Là-dessus, on dirait qu'il y a quelque chose de... Lorsqu'on est bon joueur, les gentilles compagnies ont l'air de ramasser la claque plus fort que ceux qui sont plus opaques. Je pense par exemple à Stable Diffusion versus OpenAI DALL-E. Stable Diffusion a sorti les images sur lesquelles ils avaient entraîné. Bon, on peut accéder à tout le corpus sur lequel ils ont entraîné leur modèle. Et qui est-ce qu'on voit qui est poursuivi actuellement?
toutes les poursuites des modèles génératifs sont envoyées vers Stable Diffusion et aucune vers OpenAI parce que c'est beaucoup plus difficile de faire la démonstration. Donc, c'est un peu tannant quand tu dis que les bons joueurs sont ceux qui essaient de faire les choses correctement. Il y a un nom, il me semble qu'il y a un nom sur j'ai pas le nom exact, mais en éthique, ça arrive souvent là, que les bons joueurs se font taper sur les mains en premier. Là. Je pense entre autres par exemple, moi j'avais le cas d'une déclaration de conflit d'intérêt souvent. La personne qui déclare un conflit d'intérêt pour dire « je pense qu'il y a un problème, il faudrait peut-être le gérer », il se fait souvent taper plus fort que la personne qui n'en parle pas du tout. Donc ça existe, là, c'est quelque chose qui est commun. On veut mettre carte sur table en disant « oh, on est plus transparent, ça ressemble à ça. Ah ouais, t'es transparent, qu'est-ce que tu nous dis? Qu'est-ce que tu nous dis là? » Puis on tape sur la personne qui a tenté au moins d'être la plus gentille possible pour reprendre ton expression, Ève. Ouais, non, mais c'est intéressant. Donc, c'est vraiment intéressant ce que vous dites. Puis bon, sur les points, moi, qui ont attiré mon attention, dans la mesure où on parlait de ville intelligente, je me suis tournée vers le livre blanc qui était sur les villes intelligentes qui a été fait par le MILA en coopération avec le UN Habitat. Donc, on les salue d'ailleurs, le MILA. Il y en a plusieurs qui nous écoutent, là. Ouais, donc, notamment Maxime, qui travaille au MILA. Maxime, co-collaborateur, je crois qu'il est au MILA. Et c'est ça, donc un livre blanc qui porte sur la ville intelligente, qui était un document que j'ai... c'est quand même un substantiel, oui. Un costaud, 140 pages, je crois, mais qui est très, très, très intéressant et qui parle notamment de plusieurs utilisations possibles de l'intelligence artificielle dans le domaine des villes, en matière de santé, en matière de mobilité, d'énergie. Il donne plusieurs pistes vers où l'intelligence artificielle pourrait aider la ville. Et beaucoup aussi notamment en énergie, calculer la ressource, beaucoup orienté vers comment s'inscrire dans le développement durable, être moins polluant. Donc, c'est, à mon sens, très, très intéressant. Puis une des choses un des points de recoupement entre le livre blanc et l'entrevue de Sylvie Daniel, c'était sur la question d'exactitude, de accuracy. Donc, elle dit, nous, c'est un des impacts éthiques qui nous intéresse ou que l'on craint, c'est la responsabilité qui pourrait nous retomber sur la tête. Et on l'avait vu avec les GPS. Puis maintenant, se faire pointer du doigt, puis pas être assez précis ou se tromper, puis ils ont peur que les concepteurs, les programmeurs, éventuellement se fassent poursuivre. Exact. Puis c'est une question qui est tout à fait pertinente. Puis je pense que la manière d'envisager et d'y répondre, ça va être de se doter de métriques, de qu'est-ce que c'est. Bon, c'est où le plancher pour rentrer sur le marché? Où est-ce que la technologie est suffisamment avancée pour dire maintenant, vous pouvez entrer sur le marché sans craindre trop? Oui, des normes, peut-être des normes ISO. Là. ISO, ils ont tellement des normes à propos de tout et de rien. C'est-à-dire que si vous atteignez ces normes-là, à ce moment-là, votre produit est considéré comme suffisamment sécuritaire pour être publié dans l'espace public. Là. Exact. Donc, je pense qu'il va falloir se doter de ce type de mécanisme-là. Il y a un travail qui a déjà commencé à se faire, mais comment est-ce qu'on définit l'exactitude? Qu'est-ce qui est bon assez? Qu'est-ce qui est exact assez? Qu'est-ce qui est non suffisamment biaisé, sécuritaire, suffisamment précis? Je pense qu'il va falloir réfléchir à toutes les métriques en ce domaine-là. Oui, ces métriques-là existent dans d'autres domaines aussi. Je parlais des normes ISO, mais je pense à mes ingénieurs, le code du bâtiment, il y a tout le temps des seuils, il y a des problèmes, il y a des risques, puis à quelque part, il y a des experts qui déterminent le risque zéro n'existe pas, donc on est prêt à tolérer tel seuil, puis là, on met une norme qui est souvent technique. Là. Vraiment intéressant. Partie 2 maintenant. Donc, on poursuit nos réflexions. Retour sur l'épisode 54 intitulé « La création du territoire numérique et la numérisation du monde ». C'était notre entrevue avec Sylvie Daniel. Plusieurs thèmes à aborder. Première partie, on a parlé de captation de données dans l'espace public. Ève nous a parlé du livre blanc du MILA. On les salue sur l'intelligence artificielle, sur la ville intelligente.
Vraiment intéressant de vous entendre. On poursuit nos réflexions. Donc, Shirley, est-ce qu'il y a d'autres choses qui a attiré ton attention dans cette entrevue? Oui. Je me souviens pas du tout exactement des mots que vous avez employés, mais clairement, on entendait votre frustration autour de la question des données publiques. Et puis de cette capacité, je crois, des entreprises privées à en produire. Et puis, On les envie, je pense. C'est la liberté qu'ils ont de pouvoir faire tout et tout. Tu sais, puis alors que nous autres, dès qu'on a une idée, tu passes à travers d'un comité d'éthique, puis tout est épluché, il y a des freins qui sont normaux, mais qui sont perçus comme étant des irritants là, par les chercheurs. Alors que dans le privé, ça me semble être plus souple ou plus ouvert. C'est sûrement leur force. Donc oui, tu as raison, il y a une frustration que tu as ressentie. Elle était là, entre autres, dans ma partie. Ouais, et du coup, clairement, à ce passage-là de l'épisode, je me suis surprise à être soudainement super mal à l'aise. Parce que, en toute transparence, donc je réalise j'essaie de terminer une thèse qui a été financée dans le cadre d'un financement CIFRE. Donc, très, très concrètement, j'étais dans une entreprise privée. Et, tu es senti visé, là. Ouais, un peu. Mais et du coup, ça m'a rappelé, j'en ai parfaitement conscience, ça, il y a pas de souci là-dessus, mais ça m'a rappelé à quel point j'ai été chanceuse du coup d'avoir accès à tout un tas de choses. En plus, bon, j'ai forcé vraiment le truc parce que dans l'entreprise en question, moi j'ai demandé à ne pas être dans le service juridique, mais à être aux côtés des ingénieurs, donc dans le pôle recherche et développement pour tout ce qui était véhicule autonome. Et donc j'étais à leur côté et du coup je voyais plein de trucs. Alors j'avais pas les mains dans le cambouis, hein, très clairement, mais par contre je passais les outils à côté. Oui, puis pour faciliter des discussions aussi avec eux, là, c'est pas t'es pris dans ton bureau puis il n'y a pas de communication qui se font sinon pendant un meeting où tout est formalisé, là. Ouais, et du coup j'en profite au passage, voilà, et du coup pour juste pas du tout alerter, c'est pas le mot, attirer l'attention sur les organisations qu'il y a au sein des entreprises. Avec, je comprends à 100% qu'on organise une entreprise par pôle, par secteur d'activité, avec un pôle juridique, un pôle ceci, un pôle cela. Mais je me rends compte à quel point ça a été utile et primordial que dans le cadre de ma thèse et puis par rapport à tout ce qu'on a fait, que j'ai été avec les ingénieurs. Donc voilà, juste au passage, je dis ça. Ça s'appelle l'interdisciplinarité, puis c'est dur à créer ces lieux-là. Là. Ouais. Mais du coup, posons-nous la question sur l'organisation des entreprises, voilà. Pourquoi? Et du coup, le hasard a très très bien fait les choses pour me sortir de ce côté un petit peu malaisant que j'avais. Par hasard, j'ai entendu un podcast qui parlait un petit peu de tout ce qui est secteur public et numérisation. Et on devinera que je suis un petit peu passionnée par le sujet parce que j'écoute des podcasts, même sur mon temps libre comme ça, sur tout ce qui est numérisation et secteur public. Bon, bref, passons. Et du coup, je me suis à un moment donné très cyniquement posé une question. Mais après tout, est-ce que le secteur public s'intéresse seulement à faire de la donnée, à produire de la donnée, à collecter de la donnée? Oui. Alors, bien entendu, la réponse n'est ni oui ni non. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Hein. Et à l'écoute de ce podcast, en fait, il y a plein de... Ils ont resitué la question des données dans un contexte beaucoup plus général. Et ils mettaient en avant qu'il y avait un mouvement de fond qui était pas seulement déjà lié au numérique, qui était de déléguer au privé le secteur public, enfin le service public, pardon. Et du coup, c'est que il y avait vraiment une question de comment dire ça, avec le numérique, de la numérisation des administrations, etc. Il y avait un phénomène qui peut-être s'accentuait, je sais pas. Et en tout cas, ils ont évoqué 3 raisons
dont la première, elle est étrangère à la numérisation de l'administration, c'est tout ce qui est... on a progressivement gravé dans la loi le fait qu'on devait diminuer les dépenses publiques, et quel meilleur moyen de limiter les dépenses publiques que de réduire le nombre de fonctionnaires. Ça, c'est très très vrai en France. Je ne sais pas si c'est le cas aussi pour vous. Oui, c'est un réflexe québécois aussi. Ok, bon, très très bien. Donc on parle de la même langue, tout va bien. Donc, qui dit moins de fonctionnaires dit moins de personnes capables de prendre en charge éventuellement de nouvelles missions qui sont créées au fur et à mesure que les choses évoluent. Et donc, appel à prestataires extérieurs, alors que c'est très coûteux, donc c'est très paradoxal quand même. Mais bon, comme c'est pas sur les mêmes lignes comptables, ça passe. Voilà. Ensuite, il y avait une question une raison d'ordre culturel qui a été évoquée. C'est cette idée qu'on a laissé s'imposer progressivement, qui était que le privé était toujours meilleur, toujours plus efficace que le public, et que c'était. Et enfin, moi, j'ai trouvé que, en tout cas, ça, c'était particulièrement vrai avec le numérique. Et du coup, ça a conduit vraiment à ce qu'on développe très très peu de solutions en interne, à ce qu'on sonde beaucoup moins les compétences en interne en termes de numérique dans les administrations, aussi bien centrales que les collectivités territoriales, pour savoir si on était capable de produire un service autour de la numérisation, etc. Voire, parfois on a des solutions, mais elles sont très très peu connues. Et du coup, voilà. Et là, j'évoque la troisième raison, et après, je passe aux exemples qui ont été donnés, à 2 exemples qui ont été donnés, parce qu'ils sont géniaux. Donc la troisième raison, c'était que ils évoquaient le fait que le numérique était évoqué uniquement sous son prisme technique, et qu'on envisageait très très peu dans le secteur public le numérique en termes d'objectifs de politique publique, et qu'aujourd'hui on a une absence totale de stratégie tournée vraiment autour du numérique, mais à des 100%. Grands chantiers numériques. C'est pour ça que je parlais des programmes d'acquisition de données numériques publiques, parce que ça me semblait être un chantier avec fort potentiel. Mais en fait, parce que je crois qu'on voit le numérique comme un outil, mais pas comme la question centrale, en fait, qui va être transversale, et l'intérêt qu'on va avoir à récolter de la donnée, etc. Voilà. Et du coup, j'ai 2 exemples que qui me tiennent à cœur de citer. On revient sur ces fameuses piscines. Ah, les piscines. Les fameuses. Quand je disais qu'on a des solutions internes, mais parfois qu'elles sont très très mal connues, sur ce sujet, on a l'INRIA. Alors c'est l'Institut national de la recherche en informatique. On est un petit peu. Donc en France, on a cette compétence-là. Enfin, on a cet institut qui gère littéralement de l'informatique, qui s'est plaint accessoirement d'avoir développé plein de propositions qui sont très très peu connues par les institutions publiques, dont un algorithme d'intelligence artificielle capable de détecter, qui avait été prévu pour détecter les piscines non déclarées. Wow. Et voilà, et il faisait ça en s'appuyant sur tout ce qui était OpenStreetMap en ligne. Et par contre, qu'est-ce qu'a fait le gouvernement ? Il a fait appel à une start-up qui s'est occupée de la détection de piscines non déclarées, alors qu'on l'avait déjà fait. Donc voilà, je crois qu'on est sur un petit problème de valorisation sur le sujet, clairement. Et je trouve ça tellement problématique. Enfin, il faut qu'on se rende compte. Et en fait, on se rend compte que ça arrive souvent déjà. Et en plus, j'ose, parce que je me souviens plus de quoi elle parlait exactement, ton invité. Il voulait poursuivre du coup tout ce travail-là au-delà des piscines. Ah, les dépendances, les cabanons. Ouais, voilà. Ah oui, les dépendances, les cabanons, t'as raison. Du coup, je pose une question. Moi, j'avais ajouté le nombre de taux, pourquoi pas? Ouais, je pose une question là. Est-ce qu'on va persister dans la bêtise et continuer de faire appel à la start-up, ou est-ce que du coup on se tourne vers la solution qu'on a déjà en interne ? Bon voilà, moi je veux pas me fâcher avec l'administration française, mais je pose la question. On les salue. Voilà, on les salue. Et deuxième exemple du coup que j'avais, c'était avec Doctolib. Je sais pas si vous connaissez.
Non. Non. Au Québec. Ok, trop cool. Alors, Doctolib, faut savoir qu'en France, c'est totalement 100% rentré dans les usages. C'est une plateforme qui permet, ça a été développé donc par une société privée française, une plateforme qui permet de relier donc tout le monde, enfin les citoyens, à des professionnels de santé en direct. Et du coup, vous avez tous les professionnels de santé possibles. Mais c'est merveilleux, ça. Oui, bien sûr. Oui. Non, mais en vrai, très utile. Tout le monde a cette appli maintenant sur son téléphone. Et j'imagine qu'il y a des problèmes qui accompagnent ça. Là. Mais évidemment. Donc, bien sûr. Déjà, tout le monde, c'est vraiment rentré dans les usages. Tout le monde l'a et c'est très, très utilisé. Alors, déjà, première chose, c'est que on peut relever que le fait de confier, qu'une entreprise privée se soit chargée de ça, alors que, c'est littéralement une interface prévue pour mettre en relation des citoyens avec la production d'un service public. Parce que du coup, même les hôpitaux, etc., sont dessus. On peut se poser la question de savoir si, on fait ce qu'on veut, mais bon, il y a une forme de sous-traitance qui pose des questions, en tout cas. Ah oui. Et alors surtout, pourquoi cet exemple a été cité, c'est parce que ça a été pris comme un véritable cas d'école pendant la crise Covid. Ah oui? Je m'explique. Parce que faut se resituer dans cette période-là un petit peu sombre de notre histoire, où on avait, du coup, on était... Ah non. On vient de perdre. Je pense qu'il y a une batterie qui vient de lâcher. Ou, On vient de perdre Shirley. Oui, c'est vrai. Écoute, on va la laisser, revenir tranquillement. On va la laisser finir son. Bon, elle est de retour. Shirley, c'est quoi qui s'est passé? Ouais, problème de batterie. C'est terrible. Je ziotais. Je voyais restant 6% et j'étais là, mais je peux pas bouger, je suis connectée, il y a plein de fils autour de moi, je peux pas aller chercher le chargeur. T'as dit, je pense que je vais le laisser au montage, le son que tu fais quand tu... Oh non! C'est terrible, parce que moi, du coup, après, j'ai eu écran noir et je me suis dit, mais c'est pas possible. Ouais, non, c'est voyant. Voilà. Parle-nous de Doctolib, c'est ça? Doctolib, du coup. C'est terrible parce qu'en plus, il me restait vraiment pas grand-chose à dire, mais bon, bref. Vas-y, conclue. Donc, resituons-nous. Période sombre de notre histoire, je disais, confinement, très sombre, tellement sombre là, qu'on te voyait plus, comme disparu. Voilà, donc apocalypse pour des raisons sanitaires, confinement, etc. Et puis on était là. On en était là. L'espoir arrive avec ces fameux vaccins qui peuvent nous faire espérer un retour à la normale. Oui. Mais pour ça, donc il y avait vraiment une stratégie là à mettre en place de vaccination la plus rapide possible de la population, donc française là en l'occurrence. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement s'est fait complètement dépasser par le sujet sur tout ce qui est gestion des inscriptions pour se faire vacciner. Et qu'a fait du coup le gouvernement? Donc ils avaient un site quand même. Il y avait le site de l'État qui était prévu, santé.fr pour tout ça. Et ils ont sur le site français, de l'État santé.fr, ils renvoyaient à Doctolib pour avoir des rendez-vous. Ah. Bon. Voilà, et du coup, donc je disais, c'était c'était suite à l'écoute d'un podcast que je peux vous dire tout ça, et un des propos du coup super intéressant qu'a relevé. Est-ce qu'on le nomme ce podcast-là? Ça fait 2 fois. Oui, on va le nommer. Alors attends. Et là, c'était donc sur l'émission Le Meilleur des Mondes, et c'était le sujet État et numérique vers une privatisation des services publics, point d'interrogation. Et c'est une diffusion du 10 février 2023 que je m'étais mis à écouter. Merci, Charlie. Voilà. Je ne sais pas si tu veux les trois invités éventuellement. Anne Belon, Lucie Castet et Gilles Janot. Voilà. On les salue aussi, puis tant qu'à parler d'un autre podcast, c'est aussi bien leur donner un shout-out. Et puis, je me demande s'il est... Enfin bon, bref, on verra ça après, mais je pense que l'une de ces personnes pourrait être invitée sur le podcast. Ah oui? Ici. Ouais. On va voir ça. Dans à l'épisode 92, peut-être, là, ça commence à être chargé notre saison, Shirley. Concluons avec Docteur Libre.
Voilà, Doctolib, du coup. Doctolib. Je vais donc l'avoir avant la fin. quand ces vaccins donc ils sont arrivés, véritable enjeu autour de la vaccination du coup de la population. Il fallait vraiment mettre en place une stratégie vaccinale pour tout ça. Enfin, c'était vraiment la priorité numéro 1. Et on s'est retrouvé dans une situation où en fait, donc déjà petit 1, Doctolib était la seule solution. Ça venait du privé. Et on s'est retrouvé avec Doctolib qui avait davantage d'informations sur les stocks de vaccins que les centres de vaccination eux-mêmes et que les ARS aussi. Donc, c'est les agences régionales de santé. Ah oui. Donc, on avait l'État, les ARS. Parce que cette compagnie-là a essayé de vendre cette information-là en retour? Ben, ils avaient plus de données autour de la gestion des stocks, en fait. Eux, ils étaient capables, en fait, d'avoir le compte quotidien. Oui. Ben oui. Et les ARS, les centres de vaccination eux-mêmes le faisaient pas en fait, ou mal. Donc ils n'avaient pas de mise à jour au niveau de l'État, ils n'arrivaient pas à avoir une mise à jour de la gestion des stocks qu'avait Doctolib, donc entreprise privée, hein, enfin 100% privée là. Bon, ok. Et il y a aussi une des questions qui a jamais été posée, c'était celle de l'hébergement des données, justement, parce que données de santé égale données sensibles. Bon, ben oui, voilà. Évidemment. Et quelle est la solution d'hébergement des données pour Doctolib? Vous savez pas? Non, vous savez pas. Aucune idée. Amazon. Aucune idée. Et oui, nous avons choisi AWS, Amazon Web Services, pour héberger les données de nos utilisateurs. Voilà, je viens de j'ai vérifié tout à l'heure sur leur site. Donc les données, elles sont aux US, quoi. Ben, c'est pour ça que moi, c'est mon petit sentiment de jalousie du privé, là. Donc, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire tellement de choses tellement plus vite, gérer des... Imagine un institut privé, un institut public qui essaye de faire la même chose puis qui décide de stocker du stock ou des données sur des serveurs d'Amazon. Je pense pas que ça passerait là, au premier comité. Ouais. Merci, Shirley. Ève, est-ce que tu avais quelque chose à... Je pense que tu avais quelque chose à ajouter. Oui, ça, je disais tout à l'heure, passer après Shirley. Moi, j'adore ça, passer après Shirley, parce que je peux rebondir et ajouter des choses, ou du moins poser des questions et compagnie. La première question, pour rebondir sur ce que tu viens juste de dire, Jean-François, est-ce que la solution, c'est de passer, c'est de mettre moins de contraintes? Est-ce que le public devrait être moins tout plein de contraintes, ou est-ce que le privé devrait en avoir plus? Ouais, non, je pense que tu as raison de le formuler comme ça. Je pense que les contraintes sont légitimes. La frustration, c'est qu'elles ne sont pas imposées à d'autres, parce que souvent, ces contraintes-là, on en comprend la pertinence. Ouais, mais elles ne le sont pas toujours. Moi, j'ai des projets devant les comités d'éthique de la recherche, puis pas toute certaine qu'on se concentre sur les bonnes choses. Là. Ça fait 4 fois qu'on change un mot dans un formulaire de consentement, mais par contre, on n'a pas jamais posé de questions sur des choses beaucoup plus importantes et beaucoup plus sensibles en termes de recherche. Il y a quand même, je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir sur comment on envisage les risques, et ça fait partie vraiment des choses qui sont intéressées, dans lequel le livre blanc, si j'y reviens, fait de manière très intéressante. Le livre blanc propose un cadre de gestion du risque qui est vraiment bien fait, qui s'intéresse, oui, aux questions techniques, mais aussi aux questions de politique publique, qui a vraiment un bel arrimage entre les deux, qui est vraiment, vraiment très, très bien fait. Vraiment. Donc, j'encourage à aller le lire. Puis, encore pour revenir, dans le livre blanc aussi, on s'intéresse aux questions de savoir le privé, le public, les données, comment on y accède. On donne un exemple notamment de la ville de Los Angeles, qui, pour que la ville soit en capacité d'avoir plus de données, a imposé à toutes les compagnies d'autopartage de utiliser un API via lequel ils pourraient partager leurs données. Et ce qui fait en sorte que la ville de Los Angeles se dote de toutes les données de location de trottinettes, de communautés, de compagnies, et qui fait qu'ensuite, ils peuvent utiliser ça pour les politiques publiques, pour savoir où ils doivent investir, dans quels endroits ils doivent investir. Ce qui est très intéressant, qui est un bel exemple un peu de collaboration privé-public. C'est vrai. Parce qu'on peut pas... Bon, on le sait que le privé a une agilité plus grande, mais comment est-ce que le public peut s'en servir pour ses propres finalités également? Puis, peut-être petit propos conclusif par rapport à nos sacro-saintes piscines et dépendances et compagnie. Moi, même, on se posait la question,
est-ce que ça devrait être l'INRIA? Est-ce que ça devrait être une start-up? Qui devrait gérer ça? Mais j'aurais même envie de prendre un pas de recul puis se demander, est-ce qu'on veut vraiment tant que ça, d'être en capacité de monitorer tout? Ouais. Il y a une espèce de perfection de l'application de la loi quant à laquelle je ne suis pas certaine. Est-ce qu'on veut une application parfaite de la loi ou est-ce que c'est correct aussi qu'il y ait des petits trous par lesquels on puisse passer? Est-ce que un peu d'imperfection et de petites illégalités banales, je pense que ça fait peut-être une société plus saine. Oui, qu'il y a une marge de manœuvre, des zones d'ombre, c'est une souplesse, la souplesse qu'elle ne fasse pas partie de la norme, mais qu'elle soit tolérée au-delà de l'application de la norme. Je pense que c'est comme ça que je le formulerais là. OK. Qu'est-ce que tu voulais ajouter sur l'entrevue avec Sylvie? Qu'est-ce qui a attiré ton attention? Ah ben c'est ça, je l'ai tout intégré là. Donc c'était une question. En fait, t'as fait ça comme une grande. dans ce qu'elle parle, c'est un autre point qu'elle a nommé dans l'entrevue. Elle disait le droit est en retard, le droit peine à s'adapter. Oui, puis tu as réagi à ça. Oui, ben moi, ça, c'est quelque chose. C'est un propos qui est un petit peu du même type que Rien à cacher. Là. C'est le même type de propos qui m'agace. Tu réagis fort à ça? Ben ouais, j'ai un petit malaise parce que d'une part, on peut pas s'attendre à ce que le droit soit toujours précède la technique. En même temps. Ben oui. Le droit, il y a quelque chose de bien aussi dans le fait que le droit prenne son temps pour réfléchir aux enjeux, pour vraiment bien apprécier ce qui va se passer dans le futur, puis d'être un peu, périn, là, de ne pas être toujours en train de légiférer pour suivre ce que la technique nous propose. Quand il est bien conçu, il est même en avance sur la technique. Quand il est tellement général que même les nouvelles techniques, c'est juste, on se rend compte que c'est déjà couvert par ce champ du droit-là. Là. Exact. Mais une manière de faire, donc je pense qu'il y a une manière de concilier, là, on peut prendre une espèce de posture mitoyenne, là, c'est-à-dire, oui, le droit ne doit pas être à la remorque, il ne doit pas être complètement déconnecté, il doit toujours essayer de rester en phase, tout en gardant sa capacité réflexive et de prendre son temps. Et je pense qu'un des mécanismes, c'est à travers justement les évaluations du risque ou les évaluations d'impact, l'évaluation du risque dont je parlais dans le livre blanc du Mila ou les évaluations d'impact sur lesquelles j'écris un peu ces temps-ci, les Human Rights Impact Assessment notamment, qui sont des mécanismes qui permettent de s'interroger sur les impacts futurs d'une technologie sur les droits humains, sur les droits fondamentaux, au cours du développement. Donc, il faudrait que le développement technique et juridique se passe main dans la main et qu'on assoie, et comme tu disais tout à l'heure, Shirley, en interdisciplinarité, des juristes et des techniciens qui se parlent et qui essayent ensemble de comprendre quels vont être les impacts d'une technologie sur les gens qui la ressentent. Oui. Puis ça, il faut se doter d'outils pour avoir cette réflexion-là. D'outils. D'outils, que ce soit dans une compagnie, asseoir des juristes puis des ingénieurs côte à côte. Même chose à l'université, asseoir des profs en ingénierie avec des profs en droit, en éthique, ensemble. Et ça peut être des outils juridiques. Ça peut être des outils de type droit souple, droit mou, droit vert, droit bac à sable réglementaire. Donc, je pense que le droit va devoir non pas créer des normes rapidement, mais de créer, ou des normes évolutives, mais de créer des outils évolutifs, des outils juridiques contraignants, mais suffisamment agiles pour évoluer avec le temps. Et c'est tout un défi. Là. Donc, vous voyez que mes mots sont flous un peu, mais c'est parce que l'idée est floue encore. Mais on comprend l'idée. Mais il va falloir vraiment, vraiment réfléchir à ça. Merci, Ève. Merci, Shirley. Écoutez, on a fait une belle discussion, de beaux sujets. On parlait de quoi aujourd'hui? On parlait de ville intelligente, on parlait de quoi? On a parlé de protection de la vie privée, d'espace public, d'appropriation de données, de cette tension-là entre le public, le privé. C'est des thèmes politiques plus larges que notre champ de podcast cette semaine, mais quand même, c'est intéressant de s'y aventurer aussi. Donc, merci à Sylvie Daniel pour avoir mis le feu dans ce champ de l'intelligence artificielle. J'ignorais vraiment ce champ-là. Juste le mot leader, là, pour moi, là, je l'ai appris trop tard dans ma vie.
Puis, bien content d'avoir pu discuter de tout ça avec Sylvie. D'ailleurs, j'ai exploité mon lidar sur mon iPhone. Avez-vous essayé ça, Eve, Shirley? Non. Alors, je fais partie de ces gens insupportables qui refusent, qui refusent la pomme. Donc... La pomme? Ah oui. Ouais. Ben, sur la pomme, j'imagine qu'il y a ça aussi sur d'autres cellulaires. Maintenant, il y a des lidars. D'ailleurs, une de mes étudiantes me rappelait de jamais pointer ça parce que c'est des lasers. Il ne faut pas pointer ça dans les yeux de quelqu'un. Ça veut dire que si vous voulez faire une saisie d'un œil, c'est peut-être une mauvaise idée, mais une saisie de votre salon pour redécorer, ça se fait. J'ai testé ça. Justement, après avoir discuté avec Sylvie en me disant « Ah oui, j'ai ça sur mon cellulaire, je vais tester ça à la maison. » Donc, vraiment intéressant de discuter avec Sylvie d'abord. Donc, merci pour sa générosité. On a jasé peut-être 1 heure même après notre enregistrement. Là. Toutes sortes d'idées, de projets. C'est ça aussi, hein, un podcast. Là, puis de la recherche en intelligence artificielle, c'est des rencontres, des projets, des idées, puis le temps qui nous manque pour faire tout ça. Merci aussi à vous, donc chers auditeurs, chères auditrices d'IA Café. Merci d'ailleurs d'avoir joué votre rôle d'auditeur là, dans le au dernier podcast. Je vous demandais de commenter, d'aller sur les réseaux sociaux, puis vous l'avez fait. Donc, plusieurs ont commencé, ont noté notre podcast. Plusieurs ont partagé aussi le dernier épisode du podcast sur les réseaux sociaux. Plusieurs m'ont écrit. Je pense à... Est-ce que je nomme leur nom complet? Je vais juste nommer leur prénom. Donc, Christian, Arnaud, Sébastien. Je pense aussi à notre ancien collaborateur, là, Claude Coulombe, qui continue de commenter de façon très pertinente le déploiement de l'IA au Québec. Je pense aussi à la gang du Club d'intelligence artificielle de l'Université Laval qui ont fait la promo de notre podcast, qui ont fait aussi la promotion de OpenLayer de David. Donc, une belle gang de fous, là aussi, et de passionnés d'intelligence artificielle. J'en oublie sûrement, là. Donc, merci à vous d'avoir fait votre boulot d'auditeurs et d'auditrices. Et pour les autres, ben, let's go, gang! En way! En way! Vous attendez? Gang! Rêveurs de moutons électriques. Allez nous mettre des étoiles. Allez écrire des commentaires, partager, commenter. Vous savez c'est quoi? J'en parle pas plus, là. Donc, vous connaissez votre boulot. On fait le nôtre. Faites le vôtre. Et avant de vous laisser, j'aurais besoin de votre aide aussi. Je prépare un dossier sur les utilisations de ChatGPT puis du deepfake, justement, mais en recherche. Donc, ChatGPT, on en parle dans le contexte académique, mais pour enseigner peut-être. Mais sur la recherche, j'ai plein d'histoires. J'ai besoin des vôtres. J'ai besoin de textes où on me raconte là, des histoires. Les histoires que j'ai trouvées, là, c'est pas joli. Là, c'est-à-dire que c'est des outils pour créer des fausses images scientifiques, des faux résultats, des faux articles, des faux congrès, des faux éditeurs, de la fausse science en général. Là. Donc, si vous avez des idées autour de l'idée, là, c'est le mensonge en recherche. D'ailleurs, le titre de travail, là, c'est l'importance du mensonge dans la quête de vérité scientifique, là, pour montrer la contradiction entre les deux. Puis ça s'en vient, puis j'ai besoin de vous. Donc, si vous avez des choses à partager, des histoires, des textes, je suis preneur. Puis le résultat de tout ça, il va y avoir des entrevues, des podcasts. Vous allez sûrement entendre ça. D'ailleurs, sur ce fil d'IA Café, là, j'ai l'intention de publier quelques-unes de ces entrevues. Donc, puis ça va se conclure par un beau panel d'experts que je suis en train d'organiser là, pour la semaine sur la conduite responsable en recherche. Ce sera en mai. Et mai, ça s'en vient à grands pas. Puis ça rend un peu nerveux. Écoutez, cette fois, c'est terminé. Donc, avant de vous quitter plutôt, merci à mes collaboratrices. Shirley Plumerand, merci. Merci à vous deux. Ève Gaumont, merci. Merci à vous deux. Toujours super intéressant. Qu'est-ce que je ferais sans vous? Hein? C'est sincère, là. Ce serait un bien triste podcast sans ces précieuses rencontres avec mes collaborateurs, collaboratrices. Des alliés, des amis, même de plus en plus. C'est la beauté de ce genre de projet. Sinon, allez, votre hôte Jean-François Sénéchal, merci encore d'être si nombreuses à suivre notre enquête sur l'intelligence artificielle. On se revoit au prochain épisode. Et d'ici là, on rêve peut-être de moutons électriques. Allez, bye bye.